C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission Thermomètre de la RDC, Madame, Messieurs, bonjour. Thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec toute liberté, mais ici, je ne cesserai de le dire, pas de diffamation. Les sujets qui nous intéressent aujourd'hui sont, premièrement, les TGI Gombe valide la désignation de l'Assemblée nationale entérinant la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Nous allons en parler ici sur ce plateau avec nos invités. Et en deuxième position, nous allons parler également de la reprise des cours à tous les niveaux sur l'ensemble du territoire national. Nous allons aussi en dernier lieu, si nous avons le temps bien sûr, placer un mot sur le troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur John Kankonda. Il est analyste politique et communicateur de CACH. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste, très content de venir ici, de débattre avec les co-débatteurs qui sont sur le plateau, que je salue en même temps. Et puis dire bonjour à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout, commençant par moi-même. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis acteur, mais voilà. Je vous ai toujours suivi et j'ai toujours apprécié vos analyses et votre façon de présenter les choses. Merci beaucoup. Et en face de vous, nous avons Ghislain Mwandji. Lui, il est président du mouvement citoyen Avance. Bonjour Ghislain. Bonjour, merveille. C'est un réel plaisir d'être là pour une première fois sur votre plateau, mais j'aimerais, parce que c'est aussi une première fois que vous me présentiez en tant que tel, je comprends l'erreur que vous avez faite. Je suis initiateur et président du mouvement politique citoyen. Okay. Donc je ne suis pas un mouvement citoyen carrément, je suis un mouvement politique citoyen. D'accord. Mouvement politique citoyen Avance. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes de présentation. Voilà, il faut que vous donniez des détails sur votre mouvement politique avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Mais avant tout, présentons le dernier intervenant ici. Nous avons Maître Gédéon Kolela, lui est analyste éclectique. Merci bien, je m'inscris dans la même logique que mes co-débatteurs, en commençant par les saluer. Et c'est vraiment de plaisir pour moi de partager le même plateau avec les docteurs. Et puis mon frère, et puis pour la première fois, et j'espère que ce n'est que les débuts des commencements, on aura échangé. Et comme vous le dites, je suis un analyste éclectique. Ça veut dire quoi lorsque vous dites analyste éclectique? C'est-à-dire que nous avons fait le choix de refuser de subir les soubresauts de politique. Donc l'éclectisme se place au carrefour entre la thèse et l'antithèse. Il fait le choix pour la synthèse. Et beaucoup plus, ils se mettent sur... ils fondent plutôt ces analyses sur les principes. C'est-à-dire qu'une politique sans ces principes, ça tue ou ça constitue un facteur qui tue l'être humain. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, je reviens à vous, Ghislain Mwandji. Vous êtes président du mouvement politique citoyen Avance. Vous pouvez faire une petite présentation de votre mouvement parce que c'est nouveau. In limine litis, je voudrais d'abord énoncer une idée d'un philosophe congolais, un compatriote, Pépin Guillaume Andiolo, qui écrit dans son livre Révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Il écrit à un certain niveau, il parle de la passion pour la nation. Et il dit en ces mots: ma passion pour la nation m'a conduit à construire, confectionner la grande idée de la centralité, cause de nos malheurs que nous accompagnons béatement de manière inconsciente en tant qu'objet de l'histoire au lieu d'en être le sujet. C'est pour vous dire que l'expression Avance, qui aujourd'hui s'est traduite au travers d'un mouvement politique citoyen, naît d'une révolte métaphysique, d'une révolte dans la mentalité du jeune Congolais que je suis, que nous sommes avec les autres cofondateurs, tout comme avec mes compatriotes ici sur le plateau, l'homme congolais qui se révolte contre son passé sombre, contre ses habitudes malveillantes, contre ses incapacités à rendre meilleur son environnement,
à faire prospérer son pays, à faire émerger son économie et à permettre une émergence démocratique favorable au développement dans ce pays. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait, au-delà de toute notre mauvaise expérience dans ce que nous avons eu à faire par le passé, au-delà aussi de ce que nous avons fait de positif par ces mêmes passés, nous pouvons aujourd'hui répondre au rendez-vous du temps. C'est quoi ce rendez-vous? C'est ce rendez-vous du Congo post-alternance. Et nous disons que la RDC post-alternance appelle ses filles et ses fils à proposer ce qu'il y a de meilleur pour son devenir. Avance tel que nous le voulons comme mouvement politique, se présente comme étant une nouvelle offre politique progressiste, la seule actuellement qui voudrait qu'il y ait aussi plusieurs, qui se seraient engagés résolument à contribuer à promouvoir l'émergence de la République. Voilà. Donc c'est ça, avance. Ce n'est pas une énergie qui vient de manière négative ou de manière rebelle contre celles qui ont existé avant. C'est une énergie aujourd'hui qui vient rappeler, qui vient traduire l'expression de la majorité silencieuse qui est la majorité du peuple congolais, voilà, qui veut que les pays avancent au lieu qu'ils puissent stagner dans tout ce que nous avons comme débat inutiles des fruits des obscénités démocratiques. Nous allons trouver un autre cadre pour en parler en long et en large parce qu'apparemment il y a de la matière. Merci. Mais tout de suite nous allons parler du premier sujet et je m'en vais donner la parole au docteur Kankunda. D'après le journal en ligne Actu 30, parce que c'est le journal qui a révélé ce dossier, le TGI Gombe s'est déclaré compétent et en même temps le TGI a déclaré non fondé l'affaire Assemblée nationale et société civile et du siècle sur l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ça veut dire qu'il a donné raison à l'Assemblée nationale. Vous êtes au courant? Je suis au courant, j'ai suivi ces déclarations, ou bien cette information sur les chaînes des Top Congo. Il y a quand même 3-4 jours passés. J'essaie de m'informer de quelle manière le TGI de Gombe s'est saisi de ces dossiers. Il faut vous rappeler qu'il y a beaucoup de vices de procédure dans le chef de la procédure elle-même. Je ne suis pas juriste, mais j'essaie de m'informer en tant qu'analyste politique, en tant que président de parti politique prenant en charge aussi, alors qui est allié à CACH et à l'UDPS. Alors, j'ai compris que le tribunal de grande instance de la Gombe n'a pas la capacité, vocation à censurer les décisions du Parlement, mais de l'Assemblée nationale. Pour la simple raison qu'il faut vous rappeler que le tribunal de grande instance a été saisi par une déclaration ou bien par une plainte qui lui a été déposée par le professeur Bonganga, qui lui-même était déjà dans la course avec d'autres invités. Il faut vous rappeler que le professeur Bonganga était d'abord avait présenté, il était candidat à l'élection qui s'est passée l'année passée, en 2019, il faut vous rappeler, il était dans la course avec, dans le groupement de Madame, comment elle s'appelle, Mouyumba, Francine Mouyumba, la sénatrice actuelle, et que il est allé chez lui concocter un procès verbal qu'il a ramené. Le tribunal n'a pas eu le temps de voir ou bien de comprendre exactement pourquoi il n'y a pas eu cette signature, ou bien les personnes qui avaient signé ces procès-verbal devaient venir. Il faut vous rappeler qu'il y a l'association Educiel, qui est une association à but non lucratif, oui, et qui est, comment dirais-je, de la société civile. Cette association a tenu à saisir les tribunaux de grande instance. Il faut vous rappeler, si vous me donnez juste quelques minutes. 1 minute pour passer la parole. D'accord. Il va revenir à vous. D'accord. Alors, je crois bien que le tribunal n'a pas vraiment suivi la procédure comme il fallait. Il y a quand même de tout et de rien dans ça. Si nous allons revenir, on doit donner quand même d'autres preuves, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a des gens qui ont la compétence pour saisir le tribunal, et que si déjà la démarche est déjà biaisée, je pense que la conclusion est toujours aussi mauvaise. Maître Gédéon Kolela,
C'est vrai qu'ici, vous êtes analyste éclectique, mais vous avez quand même des notions de droit. Donc, est-ce que, en tant que juriste aussi, vous pouvez faire une interprétation? Parce qu'à en croire le docteur Kankunda, le TGI Gombe n'a pas compétence à statuer sur cette affaire. Effectivement, je suis avocat pratiquant du droit et un sangle de la société. Voilà pourquoi nous sommes là pour éclairer. Mais vous savez, avec les décisions judiciaires, nous avons beaucoup de réserves. Je pense aussi que, comme le docteur vient de le dire, je ne sais pas de quelle manière le tribunal a été saisi et comment ils sont parvenus à élaborer la correspondance par les faits de la définition légale pour en fait se prononcer là-dessus. Parce que j'ai aussi suivi que le tribunal, en effet, le tribunal a aussi déclaré non fondé à la demande d'ordonner à l'Assemblée nationale de prendre acte de PV de la société civile et du ciel en dépit de la confirmation qu'elle a obtenue du TGI Gombe de son PV de désignation de Denis Kadima. Tout à fait. Comme membre de cette structure de la CENI. Maintenant, je me posais la question de savoir, parce que l'intérêt et la mesure de l'action, cette structure qui a saisi les tribunaux, c'était pour aboutir à quoi? Et ici, je vois que, en principe, c'est comme si on rentre à la case du départ. Donc, cette décision judiciaire, parce que, en clair, le jugement rendu par le TGI Gombe n'impose pas à l'Assemblée nationale de réformer son acte du 2 juillet 2020 au sujet de l'enterrement de Ronsard Malonda. Tout à fait. Et donc, ni aussi déposer comme... donc, il ne met pas en cause la compétence liée de l'Assemblée ou de la Chambre basse. Ce qui veut dire pour moi que ici, je ne voudrais pas, parce que effectivement, le juge du tribunal de l'ordre judiciaire a cette compétence lui attribuée par la loi, il est défini dans les conditions, dans ces conditions, et il a vraiment l'attitude à ce moment, parce qu'il sait, il sait déclarer compétent. Mais cela ne met pas en cause comment dirais-je, la réalité politique, parce que cette affaire est tellement politique que à ce niveau ici, je ne pense pas que Ronsard Malonda peut dire qu'effectivement il est le seul candidat pour représenter la CENI à ce niveau. Voilà, d'ailleurs nous allons également parler de quelques candidats, puisque j'ai également essayé de faire des recherches sur des candidats. Donc à part Denis Kadima, il y a un autre, il y a par exemple Maître Lumbaya Sylvain, un autre candidat que le CV m'a intéressé parce que j'ai fait des recherches. Toutefois, nous allons en parler également. Mais à vous... On parle aussi de Paul Sapou. Paul Sapou, voilà. C'est aussi un homme... Non, mais Paul Sapou, il faut vous rappeler que, sans vous interrompre, il faut rentrer dans le cadre des 6, parce qu'il y a eu quand même une sélection qui avait été faite. Alors, dans les 6, il y a eu Sylvain Loumou, Ronsard Malonda, il y a eu Denis Kadima, il y a eu encore des autres qui ont été... Je vous donne la parole à ce sujet, mais d'abord, Ghislain Moudi doit également parler. Alors, je vais prendre une partie de sa réponse. Nous avons tous suivi que les TGI en même temps validé le PV de la désignation de Denis Kadima comme membre de la société civile et du ciel à la CENI. Vous avez un commentaire à faire? Je crois avoir entendu mes co-débatteurs. J'aimerais peut-être apporter une précision, parce que
peut-être les auditeurs, hein, les téléspectateurs plutôt pourraient penser que nous sommes en train ici de voir le tribunal de grande instance Gombe, connaître des questions relatives aux actes de l'Assemblée nationale. Non, ça n'a pas été le cas. Mais cependant, nous connaissons qu'il y a eu une requête de l'organisation d'éducation civique et électorale, EDICIEL, qui avait été introduite pour que soit pris en compte le procès verbal de désignation de M. Denis Kadima. Et c'est dans ce sens que le tribunal s'est déclaré compétent par rapport à cela. Mais étant donné que dans la même requête, il y avait aussi la demande que soit revu l'entérinement de Ronsard Malonda, c'est que le tribunal a déclaré non fondé parce que ça ne relève pas de sa mission en tant que tribunal de connaître sur le plan judiciaire les actes de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui peut être dit au-delà maintenant du regard judiciaire, le regard politique. Le regard politique. Oui. Ce qui peut être dit, c'est quoi? Nous sommes dans une emphase. Vous allez comprendre que des candidats, tout comme on les a énumérés ici, se sont plaints de la manière dont a été désigné Ronsard Malonda, qui, à ce jour, se trouve déjà être entériné par l'Assemblée nationale. Mais le président de la République n'a pas pris une ordonnance pour le confirmer à la tête de la CENI, parce que toutes ces irrégularités ont été soulevées et dénoncées. Aujourd'hui, nous pensons, parce que pour les autres, il faut que soit annulé totalement toute cette procédure, tous ces processus. Mais pour les uns, il faudrait que ce soit résolu au niveau du cadre institutionnel. Mais nous pensons que la question est tellement imminente qu'elle engage la nation, après avoir connu 3 cycles électoraux qui ont engendré des crises post-électorales. Il faut que le Congolais, les politiques congolais, puissent traiter la question avec beaucoup de sérieux, mais surtout avec beaucoup d'ouverture. Je pense pour ma part, surtout en tant qu'un nouveau courant politique qui voudrait que le pays avance, nous pensons que la question relative à la composition du nouveau bureau de la CENI, les réformes en grosso modo sur le processus démocratique en RDC devraient être aujourd'hui sujet d'un dialogue. Non seulement par appellation dialogue, mais on voit là un cadre élargi des négociations où toutes les parties prenantes devraient aujourd'hui souscrire à ce qui devrait être engagé en termes de réformes. La réforme de la loi électorale aussi, elle viendra. La désignation de membres du bureau de la CENI, ça doit nécessiter des pourparlers très sérieux et non être abandonné aux seules institutions qui aujourd'hui présentent quelques crises de confiance. D'abord, la classe politique ne fait pas confiance aux institutions. Il y en a qui ne font pas confiance à l'institution Parlement. Il y en a qui ne font pas confiance à la commission qui a élaboré la désignation de Malonda. Et vous avez entendu qu'il y a eu même renouvellement au remplacement des délégués des confessions religieuses. Il y en a aussi qui ne font même pas confiance à M. Malonda lui-même. Donc, dans tout ça, en gros, il faut qu'il y ait des échanges patriotiques, responsables, pour que nous puissions, de manière consensuelle, trouver par quelle voie nous allons aborder les réformes sur le processus électoral et garantir des élections futures qui ne vont pas engendrer aussi par la suite des contestations. Voilà, docteur Kankonda, vous vouliez parler. Et j'aimerais vous poser la question justement concernant votre dernière intervention. Nous avons évoqué ici d'autres candidats. Parce que d'après certaines personnes, dans une partie des politiques, Ronsard Malonda, c'est le candidat idéal. À part Ronsard Malonda, il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent mener à bien la CENI. Et pourtant, il n'est pas le seul à avoir de l'expérience dans le domaine électoral. À part Denis Kadima, nous avons cité ici par exemple le maître Loumou Mbaya, qui a également un CV, il a également de l'expérience. Écoutez, d'abord, il faut vous rappeler que nous parlons de l'EDICIEL. Oui. L'EDICIEL, nous avons parlé que c'est un ASBEL, mais qui n'a pas une personnalité juridique. Il y a une loi à la matière.
qui stipule que quand on amène un procès verbal, et surtout qu'il n'est pas compétente, elle n'est pas compétente à déposer une plainte ou bien un recours au tribunal de grande instance, sa décision ou bien sa demande devait être catégoriquement et facilement écartée. Ils n'ont déposé aucune constitution au moment de la procédure. Même l'entérinement de Malonda, il n'existait aucun PV, procès verbal, qui pouvait, à un certain moment, l'appuyer. Mais qu'est-ce qui est... à quoi l'Assemblée nationale s'est servie? Là, il y a un problème. Mon frère venait de le dire, de parler qu'il y a un problème politique. Nous devons comprendre qu'il y a un problème politique. Il y a de tout et de rien là-dedans. Vous me posez la question sur Ronsard Malonda. Ronsard Malonda, il était dans l'exécutif. Si nous parlons de fraude, ou bien de tout ce qui s'est passé dans les élections passées, c'est Ronsard Malonda qui, lui, concoctait des stratégies. Il était dans la logistique, je peux dire le cerveau moteur de la série, c'était Ronsard Malonda. On ne peut pas reprendre la même personne aussi longtemps qu'on n'a pas audité cette CENI. Le même cause produit les mêmes effets. On ne peut pas, ça c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, c'est la parole de la Bible que tout le monde croit. Même dans la Bible aussi, il y a des gens qui doutent toujours de la présence de Dieu. N'en sont pas là. Ronsard Malonda, la procédure dont il a été éjecté à cet endroit-là, ça crée déjà un problème. Mais il n'y a pas que lui. Vous me dites ici que vous avez essayé de contrôler, de voir, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez regardé le CV de maître Sylvain Loumou, que je connais personnellement, et je le soutiendrai, parce que c'est quelqu'un qui a une expérience mondiale, il faut le dire. Hein. Il n'est pas né hier. Vous verrez qu'il a commencé ces choses depuis très longtemps. Il est docteur en droit, il est doctorant, pour bien le dire. Il a servi notre pays, même en dehors de nos frontières. Burkina Faso. Effectivement. Mali. Effectivement. Et Guinée équatoriale. Il a une Gabon et la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que nous allons en parler. Il a une expérience intercontinentale. Mais quand nous prenons une personne comme ça, qui est appelée de l'autre côté, qui fait l'honneur de notre pays, à un certain moment, nous devons respecter que de prendre quelqu'un déjà qui a déjà des problèmes, des soucis dans le chef de ses actions, déjà ici chez nous. Alors, on l'écarte, ou bien on les a écartés, lui, M. Denis Kadima, avec l'autre... effectivement. On les a écartés juste parce que... Ils sont kassaïens. Ils sont kassaïens. Là, il y a un problème. Là, il y a un grand souci. Alors, il y a eu quand même une sélection. Ils étaient au départ, je pense, au nombre de 26. Ils ont fait la sélection par rapport au CV, ainsi de suite. Ils sont arrivés dans les carrés de 6. Prenons d'abord ces 6-là, parce qu'il y a eu quand même une sélection. Mais parmi ces 6-là, il y a 3 qui ont quand même une notoriété, une connaissance. On les écarte seulement parce qu'ils viennent de la même province que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshilombo. Alors qu'ils ne se sont jamais vus, à ma connaissance. J'essaie de m'informer. Ils ne se connaissent pas. Mais rappelons-nous, en 2006, nous avions qui? Nous avions Mal-Mal. Il venait de la même province que l'ancien président honoraire Kabila. Il faut vous rappeler qu'en 2000... Je vais aller un peu vite. Allez un peu vite pour qu'il la parole. Nous savons que l'autre c'est qui? Nanga. Il venait de la même province que l'ancien président Kabila. Rappelez-vous de Ngoï Mulunda, qui est le cousin ou bien l'oncle de Kabila. Là, ça n'a pas créé des problèmes. Alors, essayez d'écarter les gens, ne pas regarder la méritocratie. Enlever les gens parce qu'ils viennent d'un parti politique ou bien d'une structure ou bien d'une région. Le même espace. De même espace politique ou bien de même espace traditionnel que le chef de l'État. Je pense qu'il y a une aberration et je pense que l'Église catholique doit demander pardon au peuple congolais. Maître Gédéon, vous pensez également que l'Église catholique a péché d'avoir écarté les candidats qui sont de la même province que le chef de l'État? Au lieu de tenir compte de la compétence, on a préféré les mettre de côté parce qu'ils sont kassaïens. Oui, je vais arriver, mais je voudrais d'abord, je suis de ceux qui pensent que
les débats sur le plateau, nos différents intérêts de points de vie, c'est pour donner l'image de la compréhension de la chose d'une manière complète. C'est-à-dire que je voudrais juste compléter mon frère pour dire que depuis 2006, on n'a jamais fait les cycles électoraux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des arriérés à ces niveaux-là pour dire que jusqu'aujourd'hui, nous avons des autorités communales qui sont nommées. Les autres qui ont tenté le miracle de l'improvisation, qui sont là, qui ne représentent pas les aspirations profondes de notre peuple. Voilà pourquoi, à des fois, les choses ne marchent pas au bon train, parce qu'il y a des gens qui ont été nommés, qui sont là pour la volonté des hommes, pas la volonté de notre population. Au fait, le péché originaire, c'est ce que vous dites. Qu'en déplaise à ceux qui ont la foi, hein, donc c'est ceux qui ont cette foi catholique ou protestante, mais sinon, je peux dire qu'on était un peu déçus. Si aujourd'hui, après les dialogues de Sun City, les politiciens s'étaient convenus que la direction de la CENI, c'est-à-dire la présidence, devrait avoir quelqu'un de la confession religieuse, c'est-à-dire qu'ils ont visé la neutralité. Malheureusement, je l'ai toujours dit, c'est ça aussi l'éclectisme, a trouvé que la neutralité, c'est une sorte de lâcheté positive. Et c'est ce qui a fait que l'Empire romain a fait de l'hypocrisie, de la neutralité, une religion d'État. Où aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont fondé leur vision sur les intérêts économiques. Vous savez, à chaque fois que le Congo est dans un rendez-vous de la destinée, s'il faut dire ainsi, de son avenir, de sa destinée, vous allez voir que l'Église catholique a toujours présenté des conceptions inadéquates. Je peux même commencer depuis 1960. Très vite. Hein. Oui, je vais aller vite. Depuis 1960, vous savez que le monde a dit qu'il y a même de prêtres qui abandonnent l'évangile pour se mixer dans la politique. Et en 1967, quand Mobutu a nationalisé les écoles, les hôpitaux, il y a eu des problèmes. Cardinal Malula, qui était l'ami de Mobutu, est devenu son adversaire farouche. Et arrivé, nous autres, on a été une génération sacrifiée par Mosengo avec la troisième voie. Donc des Kengoliers de vérité des urnes qu'on parle aujourd'hui. Ces jours-là, quand il y a eu l'élection d'Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, il y avait des vérités des urnes que tout le monde a vues. Et aujourd'hui, regardez, vous voyez, on doit sacrifier des compétences. Donc, sur l'Holocauste, comment je peux dire, sur l'autel des tribalismes. Et regardez qu'aujourd'hui même, le tribalisme est devenu l'épicentre de l'idiotie à notre niveau. Et ça se passe où? C'est au niveau de l'Église catholique. Et c'est là que je me dis, moi je n'ai pas de problème avec Malonda, mais je pense que si nous sommes arrivés là, et je salue d'abord le peuple congolais parce que, excusez-moi, je vais terminer par là, en principe nous devons savoir que la démocratie c'est un cadre par excellence où on restitue la nation entre les mains des citoyens qui doivent jouer un rôle déterminant et décisif dans la prise de décision de l'action publique, et c'est la seule garantie de l'intérêt général. Et qu'il faut que celui qui doit représenter cette institution d'appui à la démocratie puisse être quelqu'un qui doit faire en sorte que tout le monde se mette ensemble par le même langage. Voilà. Voilà pourquoi, parce que vous êtes pressé, voilà pourquoi nous... Vous allez parler, nous avons encore les temps, mais seulement il faut respecter l'équilibre. Ok, voilà, je vous concède. Voilà. Alors, Ghislain, je vais vous poser la même question. 3 candidats qui ont pourtant les profils ont été écartés juste parce qu'ils sont kassaïens. Est-ce qu'avoir la tête de la CENI, c'est avoir la majorité des institutions? Oui, d'abord,
Je ne peux pas concevoir, comme mes co-débatteurs l'ont dit ici, que les tribalismes soient aujourd'hui le bon repère pour peser la compétence et la sincérité des acteurs sociaux. Mais je suis convaincu que nous sommes tous victimes de la mauvaise foi des politiques, et aussi tous les intervenants dans la scène politique, parce que lorsque aujourd'hui nous parlons de la CENI, nous voyons la société civile, nous voyons les confessions religieuses qui sont des intervenants dans la sphère politique. Ils sont aujourd'hui des acteurs clés de la CENI. Alors, je ne veux pas ici donc m'acharner contre l'Église catholique, parce que je crois que la révélation selon laquelle des candidatures ont été écartées pour des raisons, donc des liaisons géopolitiques, ethnico-tribales avec l'actuel président, ont été faites par le pasteur Sonny Kafuta. Alors, ces révélations sont connues du grand public lorsqu'il y a eu la grande confusion autour de la désignation de Ronsard Balonda. Moi, avec beaucoup de prudence, j'ai mis ça de côté. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui je sais que dans l'église catholique il n'y a pas que donc, le prêtre d'autres provinces. Le Kasaï aujourd'hui, le grand Kasaï a de grands diocèses, et s'il y avait des compétences ou s'il y avait des candidatures qui émaneraient donc ces diocèses, on pouvait toujours le présenter. Mais si ceux qui ont pris part à ces désignations affirment cela, ça n'engage que eux. Mais moi, je ne pense pas que c'est une occasion pour que je puisse tirer à boulet rouge sur le cardinal Mosengo, tout comme l'Église catholique. Nous avons beaucoup de respect pour son éminence et pour l'Église elle-même. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de poussées politiciennes qui sont en train de tourner autour de cette question du renouvellement du bureau de la CENI. C'est comme pour dire que divers camps politiques s'accordent de manière consciente que celui qui soutiendra ou celui qui réussira à hisser son candidat à la tête de la CENI pourra avoir le contrôle du processus électoral en démocratie du Congo. Mais c'est une remise en question terrible par rapport à ces compatriotes qui ont été à Santiti, comme l'a dit M. Kolela. Les gens se sont mis d'accord que nous puissions aujourd'hui démocratiser les pays. Le président Kabila a ouvert la porte, il y a eu les dialogues. Toutes les parties prenantes se sont mis d'accord que nous puissions organiser des élections, que nous puissions avoir une commission électorale nationale indépendante à la tête de laquelle il y aura une personnalité de la société civile pour des besoins de neutralité, et ensuite le bureau qui sera composé, comme le dit l'article 10 de la loi organique d'ailleurs sur la CENI, que la CENI est composée de 13 membres. 6 viennent donc du parti majoritaire, 4 viennent donc de l'opposition, 3 autres viennent de la société civile. Et vous verrez que on reconnaît, malgré que les 3 qui sont minoritaires et viennent de la société civile, c'est à eux qu'on reconnaît la présidente de cette institution. Mais il est quand même alarmant que nous comprenions que dans la désignation du président de la CENI, il y a déjà des intentions de vouloir contrôler celui-là. Alors, qui ne voudrait pas, laissez-moi d'abord terminer mon idée, qui ne voudrait pas que nous ayons à la tête de la CENI des personnalités compétentes, des personnalités sincères qui vont faire le travail, et qui voudraient par un président de la CENI qui va contrôler, donc nous produire encore un processus électoral biaisé qui va dégénérer par la suite avec des crises. Donc il est très important qu'il y ait plus de conscience nationale, comme je le disais. Une autre question, j'aimerais que vous répondiez. L'Assemblée nationale a entériné la désignation de Ronsard Balonda. Et l'Assemblée nationale l'a fait sur base de quel procès verbal? Parce que d'après nos informations, ni le président ni son vice ont signé le procès verbal. Il est prévu que le président signe, en l'absence du président, que le vice signe, et son vice signe. Oui, mais c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est trop alarmant. En même temps, c'est choquant que nous puissions, à ces niveaux, recueillir de telles informations, parce que nous disons que nous sommes conduits, nous avons des dirigeants qui méritent de nous conduire. Nous ne sommes pas de ceux-là qui fustigent le premier, ceux qui sont décideurs de notre pays aujourd'hui. Mais si nous avons à la tête du pays, déjà dans la commission qui devrait désigner les présidents de la CENI, les gens posent des problèmes, des discriminations. Vous comprenez? Et si nous arrivons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et au niveau même de la plénière, qu'une candidature soit validée, encore qu'il fallait que tous les bureaux soient donc entérinés, mais on a vite entériné une seule personne. Et dans toutes ces irrégularités, il faut se poser des questions.
Alors, nous sommes face à quel décideur? Nous sommes face à quel dirigeant? Voilà la raison pour laquelle nous, avec Avance, nous préconisons qu'il y ait un dialogue sur le processus démocratique dans ce pays. Sinon, sur la question de la réforme de la CENI, sur la question du nouveau bureau de la CENI, nous allons encore compter des frustrations, des marches, des morts et des hostilités vont encore augmenter. Alors que au lendemain de l'alternance, le pays a quand même soufflé un vent nouveau et nous nous sommes dit fini avec toutes ces velléités démocratiques qui freinent le pays. En parlant des marches, puisque vous avez parlé des marches, docteur Kankonda, nous avons vu l'UDPS sortir dans la rue, vous êtes de Cache, nous avons également vu Lamuka sortir dans la rue, mais le Cache est sorti pour soutenir les institutions du pays. Alors, Lamuka et Cache sont sortis contre l'enterrement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale doit se plier à la décision de la population? Pourquoi je parle de la population? Parce que je sais que beaucoup peuvent se poser la question, mais pourquoi vous parlez de la population? C'est tout le monde qui est descendu dans la rue. Mais nous nous basons sur les faits. L'élection présidentielle, le président Félix a eu la tête du pays. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui sont derrière lui. Lamuka a également été deuxième à l'élection présidentielle. Donc, si ces deux plateformes politiques qui sont dans la rue, nous pouvons les considérer comme la population. Bon, j'apprécie beaucoup votre intelligence, votre façon de poser des questions. Et vous avez fait le parallélisme entre les deux marches, les trois marches qui ont eu lieu. Il faut vous rappeler que Cache est sorti, c'était pour déclarer à un certain moment que ce qui venait de se passer avec l'enterrement de Malonda n'avait pas suivi, au vu des déclarations, des informations que je venais de vous donner tout à l'heure là, vous comprendrez que la procédure était biaisée au départ et l'enterrement de Malonda ne fait pas l'unanimité. Et vous verrez que quand Cache est sorti, c'est au moins plus de 12 provinces qui a eu manifestation à ces propos. Concernant la marche de Lamuka, je peux vous dire que c'est juste une frange de la population qui est sortie, qui n'est pas la moindre. Je respecte bien Lamuka comme une institution. Les FCC également. Le FCC est sorti, bon voilà, je vais revenir sur le FCC, mais il faut vous dire que quand un candidat ne représente pas un consensus, comme on dit, vox populi, vox dei, vous comprendrez que la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Le peuple, c'est qui d'abord? Je vous ai expliqué tout à l'heure, vous verrez que dans toute la République, il y a eu des manifestations quand Cache est sorti. Ce n'est pas parce que le chef de l'État, il est des Cache. Le chef de l'État, il est au-dessus de toutes ces institutions-là que nous parlons. Lui-même, en tant que chef de l'État, il est une institution. Alors, quand Cache sort, ce n'est pas l'UDPS. Il y a eu l'UNC à l'intérieur, donc l'UDPS est allié. Et quand nous parlons de Cache, c'est-à-dire que c'est un peu partout. Ça représente la population, ça représente le peuple, pour ne pas être trop prétentieux ou bien ambitieux. Et quand vous faites la différence ou bien le parallélisme entre la marche du PPRD qui est sorti, vous verrez que depuis que la République de démocratie du Congo est République, on n'a jamais vu une marche comme ça de moins de 30 minutes et de moins d'1 kilomètre. Le FCC, c'est également un regroupement de plusieurs partis politiques. Mais oui, mais un regroupement de plusieurs partis politiques, mais qui ne représente pas le peuple, qui représente quelques individus. Bon, ça, c'est votre avis. Et vous avez vu que quand Cache est sorti, vous êtes d'accord avec moi, je répète encore pour la deuxième fois que vous êtes un journaliste d'investigation, vous n'avez pas vu les billets verts en train de circuler quand Cache est sorti. Mais alors de l'autre côté, quand vous avez vu PPRD comment manifester, il y a eu de l'argent et puis les gens même se sont battus. Ça, c'est vraiment trop bas. Alors ce que je vais expliquer, c'est que le problème de Malonda, c'est un problème que toute la population congolaise, tout le peuple n'est pas d'abord d'accord par rapport à l'individu, ça c'est un, et aux fonctions qu'il a occupées. Comme on n'a pas encore audité la CENI, et que son enterrement
a été biaisé. Comment? Parce on devait entériner, l'Assemblée nationale devait entériner 13 personnes et non un individu. Là, il y a il y a un grand problème. Donc, soit on entérine une personne, après un mois, on entérine une autre personne, ça va nous prendre combien de temps? Pourquoi ils ont fait ces choses dans la précipitation? Je pense que cette crise, j'espère bien, est derrière nous. Et je demanderai à M. Ronsard Malonda, je n'ai pas un problème personnel avec lui, je ne le connais pas, il ne peut que retirer sa candidature si et laisser les autres. Ronsard Malonda a retiré sa candidature, quel autre candidat que vous... Il restera au moins 3 candidats. Je vous ai cité Sylvain Loumou, qui a une notoriété internationale connue. Il y a Denis Kadima. Il y a l'autre là, le nom a échappé. Alors, on va essayer de jouer avec les 3. Le cas de Denis Kadima pose problème. Vous l'avez dit tout à l'heure, que son PV a été signé dans une chambre. Et puis, ça arrive au niveau du TGI Gombe. On réceptionne et on prend acte. Et puis, on déclare fondé. Mais déjà, le problème de Denis Kadima, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut dire que l'institution ou bien l'éduciel qui a présenté n'a pas compétence à déposer une plainte ou bien un recours. Pourquoi? Mais ils n'ont pas une notoriété, personnalité juridique. Donc il y a un problème. D'accord. Là, il y a un problème. Donc ils ne peuvent pas. Le tribunal de grande instance a été floué quelque part, là il faut le dire, parce que cette instance n'a pas la personnalité juridique et ils n'ont pas le droit d'entériner ou bien d'accepter, de recevoir favorablement une décision venant de cette plateforme. Maître Kalunda, vous pensez... Maître Gédéon, allez-je dire, excusez-moi, Kolela, oui, vous pensez aussi que la société civile et du ciel n'a pas qualité de déposer un recours au TGI Gombe, et vous pouvez également faire un petit commentaire sur les différentes marches, 2 marches contre l'entérinement de Ronsard Malonda et une marche du FCC pour soutenir les institutions du pays. Ok, je suis un homme de principe élaboré et je m'abstiens de certains commentaires lorsque je n'ai pas la maîtrise d'une structure ou d'une matière quelconque. Et je pense que c'est de la l'honnêteté intellectuelle, parce qu'on doit faire les analyses de bon sens, donc dénuer de toutes les sensibilités sentimentales. En fait, mais avant de répondre à votre question, à ce qui concerne la marche, parce que c'est très important, je voudrais quand même dire à mon frère qu'on n'a pas de problème particulier avec nos autorités politico-religieuses qui nous ont parfois aidés. Je connais leurs compétences et puis la notoriété d'un métier bonifié ne confère pas l'omniscience. Et ce sont des hommes, ils sont faillibles et perfectibles et relativement aux 3 sources formelles de la doctrine biblique d'ailleurs, qui reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Donc en Dieu nous avons la vérité, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut que tout homme soit connu en temps en terre, afin qu'il soit le vrai Dieu. Même donc, Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité. Non, je parle pas dans ça. Oui, je parle par rapport à ce qu'ils ont eu à poser comme des actes que je considère qu'ils doivent en tout cas s'amender. Vous comprenez, il faut arriver à se mettre en question à un moment pour faire la politique autrement. Vous voyez, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je salue sa position. Je l'ai connu sous une autre couleur. Mais vous savez, lorsque la société ne va pas, il faut faire un bond en arrière. Il faut évoluer. Oui, il faut faire un bond en arrière parce que le passé, c'est notre miroir. Il faut la regarder. Le passé, c'est notre livre. Il faut le lire et puis se mettre en question. C'est pourquoi je disais que Satan, il y a le mensonge, l'homme, c'est l'opinion. Vous voyez, quand on parle ici, on parle selon nos opinions. Alors, il ne faut pas aussi oublier que les diables et l'homme sont tous des êtres créés, des créatures qui, donc, à un moment,
ils peuvent se compromettre, vous voyez, dans l'erreur. Et tout ça, ça fait que nos autorités peuvent aussi se tromper à un moment, ils peuvent se tromper. Mais il n'est pas tard pour faire mieux. On peut, nous avons que eux, et donc ils peuvent se mettre en question et faire l'unanimité de tout le monde, quoique ce n'est pas donné à tout le monde, et surtout quand on est dans une société de Noirs. Je ne voudrais pas ici accorder, comme on peut dire, une prime à une immondice que je considère, comme Peter Botta avait dit que les hommes noirs n'ont pas un cerveau et la capacité mentale pour se gouverner. Ils doivent toujours être gouvernés par les autres. C'est pour cela que moi, je suis pour créer les dialogues. Vous savez, les dialogues, c'est très important. Donc on ne doit pas aller comme ça. Avant que je parle de la marche, on ne doit pas aller comme ça. Pourquoi? Vous savez, les dialogues, c'est un préalable majeur pour tout. Et surtout, pour remédier au lourd héritage des habits des droits humains dans une société qui sort de conflits armés comme la nôtre ici. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont frustrés. Et d'ailleurs, moi, je formule ma demande auprès du président de la République pour créer, qu'on puisse adopter pour une justice transitionnelle. Il y aura une question sur aux divers crimes qui ont été commis, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, vous savez, nous avons aujourd'hui des gens à qui on a ravi tout. On a ravi même leur honneur, leur éducation. Et ils sont là. Alors, mais pour parler de la marche, vous savez, toutes les marches. En une minute. Parce que vous avez pris tout votre temps à parler des dialogues et des... Non, ces choses, c'est important. Vous savez, ça, en Afrique du Sud, nous avons vu ça. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que les gens se parlent. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'amertume dans leur cœur. Il y a des gens à qui on a fait mal. Aujourd'hui, on voit les mêmes bourreaux qui occupent des places prédictionnelles de décision. Ça fait quand même mal. Il faut se réconcilier. Donc, pour moi, vous savez que depuis le 24 avril 1990, la démocratie de prononcer des discours de femmes Mobutu, des femmes Mobutu plutôt, la démocratie est demeurée comme une promesse de vieux pied de tous les gouvernements que nous avons connus qui se sont succédés. Ils l'ont confisqué donc par plusieurs subterfuges pour ramer contre courant. Et qu'aujourd'hui qu'on voit PPRD qui nous dit qu'il faut que les choses se règlent au niveau des institutions et qu'on les trouve avec, malheureusement avec un haut fonctionnaire qui s'est retrouvé dans cette marche-là, c'est pour dire que les ridicules ne tuent pas. Mais quand même, on comprend que dès lors qu'on trouve PPRD dans la rue, c'est-à-dire qu'on comprend que le pouvoir est dans la rue. Et il faut écouter la parole. Il faut écouter la voix là de la rue. Je vous ai dit ici, je vais finir par là. Je vous ai dit ici que c'est très important. Dans une démocratie, c'est un cadre d'excellence où le peuple doit jouer un rôle décisif dans la prise de décision. Donc, de l'action publique. Oui, c'est ce qui se fait. On doit tous obéir à la volonté du peuple. Voilà. Je viens à vous, Ghislain. Et ensuite, docteur Kamkunda, vous allez parler parce que je sens que vous faites déjà des signes, vous avez beaucoup à dire. Alors, j'aimerais que vous placiez un mot également sur les différentes marches. Oui, bien RCC, avant. Cash et puis la MOCA. Bien avant cela, je voudrais apporter une réplique par rapport à ce qu'a dit M. Kakunda. Il a évoqué donc, le manque de personnalité juridique éditielle et consorts. Peut-être que c'est par... il n'y a pas toutes les informations par rapport à cela, parce que j'ai évoqué ici, j'ai parlé de la composition du bureau de la CENI, qui, selon la loi organique, devrait comporter 13 membres, et parmi les 13, donc 10 viennent de formation politique et 3 viennent de la société civile. Et c'est dans la société civile, au niveau de la CENI, qu'il est reconnu donc, 3 composantes. Parmi ces composantes, il y a les confessions religieuses. Il y a donc les organisations féminines de défense des droits de la femme. Et ensuite, il y a
l'organisation qu'on appelle éducation civique et électorale. Voilà ce qu'on abrège par EDICIEL. Donc, ils peuvent, donc ça peut être constitué de plusieurs ONG qui sont engagées dans qui œuvrent dans le secteur d'éducation civique et électorale. Et EDICIEL, en tant que membre de cette organisation, naturellement, a une personnalité juridique. Et la plainte, si elle a été présentée au niveau du tribunal de grande instance, sans vouloir la connaître matériellement, je sais qu'elle a été signée. Et lorsque le tribunal la déclare recevable, le tribunal se déclare compétent. Je pense que par rapport à nous qui sommes des compatriotes et qui sommes hommes de légalistes, nous devons respecter aussi le travail qui a été abattu par nos juges. Donc c'est là on ne peut pas ici fustiger la considération de la plainte, tout comme la personnalité juridique du requérant. Voilà. Alors s'il faut rentrer maintenant par rapport à ce qui s'est dit autour des manifestations qui ont eu lieu après l'entérinement de la désignation de Ronsard Malonda, c'est quoi le problème? Nous avons trois expressions, vous l'avez ici étalé, il a même apprécié les parallélismes, parce que moi je ne pense pas que c'est parallèle. Je pense que ça peut converger. Parce que vous allez trouver du côté cash, le cash a protesté avec la base qui lui est aussi reconnue. Ce qui s'est passé par rapport à l'entérinement, parce qu'ils avaient des informations que l'entérinement ou la désignation ne se sont pas passées dans les meilleures conditions. Nous avons vu les députés cash, après la plénière qui avait organisé l'entérinement de Malonda, fustiger ce qui s'était passé. Et c'était tout à fait naturel que dans une démocratie, qu'une force politique qui a trouvé que sur le plan institutionnel, elle n'a pas eu une satisfaction ou elle n'a pas vu une lucidité dans le respect des textes et de la procédure, qu'elle puisse manifester. Du côté de la Mouka, c'est quoi le raison de la revendication? Pour eux, ils pensent que le candidat serait un pion, le candidat, au regard de la procédure et de la précipitation, que selon eux, ces candidats pourraient peut-être être quelqu'un qui cache un autre coup politique, parce qu'ils sont victimes de ce qu'ils appellent la vérité des urnes après les élections de 2018. Mais d'autre côté, vous avez le Front commun pour le Congo qui vient manifester pour dire nous manifestons pour appuyer les institutions de la République, nous manifestons pour qu'il y ait le respect de bonnes pratiques démocratiques et tout ce qu'ils ont pu ajouter. Dans ça, pourquoi je dis qu'il y a convergence? Le peuple congolais aujourd'hui arrive à ce stade où M. Kolela Seton dit quand nous voyons le FCC qui a la majorité parlementaire dans la rue, ils ont le pouvoir exécutif. En fait, ils ont le pouvoir parlementaire, ils ont une majorité dans l'exécutif. Non, c'est pas parce qu'ils se sont vus impuissants. Non. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, et ceux du FCC, et ceux du CACH, et ceux de la Mouka, ont compris que nous pouvons exercer nos droits démocratiques. Maintenant, c'est maintenant à l'ensemble de toutes ces trois branches qui ont manifesté de s'élever. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les catholiques avaient aussi fait leur marche. Que tous ces gens-là s'élèvent pour que nous comprenions qu'il est temps que le pays avance. Il est temps qu'on arrête les tripatouillages. Il est temps qu'on arrête de livrer les pays à des scénarios macabres qui empêchent l'émergence démocratique. Si nous avons une procédure de désignation d'un président de la CENI ou du bureau de la CENI qui respecte les normes et les principes, qui ne connaît pas de discrimination, il n'y aura pas de frustration après. Si nous avons un entérinement du bureau de la CENI dans les meilleures conditions, telles que tous les parlementaires, et ceux qui voteront pour, et ceux qui voteront contre, et ceux qui vont s'abstenir, vont accepter que nous avons scrupuleusement respecté les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les lois de la République, par ricochet la Constitution, il n'y aura pas de frustration qui pourrait susciter ou valider la tenue d'une quelconque marche. Voilà. Notre appel pour que le pays émerge, d'abord que la conscience du Congolais change, commençant par les dirigeants. Parce que lorsque nous avons ici fustigé les discriminations qui ont eu lieu dans la sélection des candidats, lorsque nous fustigeons ce que le bureau de l'Assemblée nationale aurait fait lorsqu'ils ont entériné sans tenir compte du procès verbal, mais c'est parce qu'au niveau du mental, au niveau de l'esprit de ces dirigeants, il y a un autre vent. Que ce vent-là, que le peuple a démontré au travers les manifestations, qu'elles soient des CACH, de la Mouka ou du FCC. C'est le vent de la démocratie. Donc, ce pays est maintenant à l'heure de la démocratie. Il faut que tout le monde s'accorde. Et moi, j'invite tous les Congolais de tous les bords politiques de décider que le pays avance et de mettre un terme à toutes ces obscénités. Voilà, nous devons passer au deuxième sujet, mais vous pouvez placer un mot parce que
Je vois que vous avez également à dire concernant les... Juste un petit mot. Hein. Je pense que mon co-débatteur, j'apprécie, excuse-moi, la courtoisie, hein, donc le niveau du débat. Je vais dire que je parlais de l'udiciel parce que ça a été représenté par un individu. L'individu n'a pas parlé, n'a pas déposé plainte au nom de l'udiciel. Il y a une référence. C'est-à-dire que quand vous représentez un parti politique, là, nous nous présentons par exemple comme étant un analyste politique. Je n'engage pas mon cadre, par exemple. Maître n'engage pas son barreau. Donc, c'est-à-dire que du ciel, on l'avons cité parce qu'il y a un individu, une personnalité qui s'appelle Bonganga, qui n'a pas mandat, qui n'a pas une personnalité juridique, qui est allé déposer un recours hein, à ce niveau-là. C'est dans ce cadre-là. Peut-être que vous m'avez mal compris. Non, je vous ai très bien compris. Pour vous compléter, j'ai seulement juste demandé que nous puissions accorder plus du crédit au travail qui a été fait par le juge. Effectivement. Et par après, là où il y a un souci, c'est que on dit bien que on dit qui aime bien châtie bien. Mais il devait y avoir quand même un procès verbal. Le procès verbal, si M. Bonganga a utilisé le nom judiciaire, le procès verbal devait être signé par tous les membres. Effectivement, c'est là où il y a un souci. Je me pose la question, est-ce que le tribunal a eu le temps de vérifier la véracité des procès verbal que j'ai des informations que M. Bonganga a signé chez lui à la maison et qu'il aurait apporté là-bas. C'est là où il y a un souci. Alors, pour ce qui concerne le prêtre, moi je me dis, comme ils sont en politique, avec tout le respect que je leur accorde, mais là nous sommes en politique, on ne sont pas en train de jouer, ils ont joué un rôle important à un certain moment. Il faut comprendre que ce n'est pas M. Ambon qui a commencé à faire la politique ou bien à défendre le peuple. Il y a eu au départ son éminence, cardinal Malula, dans les temps hein, qu'on respecte. Il était avec Mosengo et Saou, ainsi de suite. Alors quand monsieur, excuse-moi, son éminence fait des déclarations comme ça n'engage pas l'Église catholique, ça engage un individu. Vous comprenez? Là, je l'ai demandé l'autre fois, soit il enlève la soutane comme ça, il entre en politique, là on peut s'attaquer à lui. Ces déclarations n'engagent pas l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas tribale. S'il y a des individus qui donnent leur point de vue en tant que tribalistes, ainsi de suite, on peut les attaquer de cette façon-là. Je vous remets la parole. Voilà, alors, passons au deuxième sujet, la reprise des cours à tous les niveaux. Nous avons suivi le lundi le chef de l'État faire la ronde de quelques écoles. Il était à l'Institut de la Gombe et même un incident s'est produit sur place. Il y a Madame Cécile, la représentante des syndicalistes, a voulu plaider le cas des enseignants parce que jusqu'ici, selon nos informations, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont jamais payés et d'autres avec un retard de 4 mois. Alors, je commence par vous, puisque vous avez la parole, gardez-la. Est-ce que d'abord vous avez un petit commentaire par rapport à la reprise des cours? Est-ce que vous êtes pour la reprise des cours? Oui et non. D'abord, ce que vous signalez comme incident par rapport à ce qui s'est passé avant-hier, j'apprécie le courage de la dame qui a commencé à enseigner à l'âge de 20 ans, elle a 76 ans maintenant, 76 comme on peut le dire, et s'est adressée au chef de l'État. Le chef de l'État a apprécié. Et je vous dis que la rencontre avec le chef de l'État a eu lieu, et le chef de l'État a demandé une fois de plus pour qu'il puisse avoir l'audit des effectifs de tous les enseignants, afin de déceler les agents fictifs. Il y en a beaucoup. Et là, ça crée un petit souci. Mais cette histoire, le chef de l'État l'avait demandé depuis très longtemps. Il doit y avoir l'audit même dans l'armée, un peu partout. On doit savoir combien de militaires, de policiers, combien d'enseignants, combien on doit avoir pour pouvoir mieux le payer. Je suis pour que les études puissent se reprendre, mais à un certain moment, nous avons un problème de la Covid. Commençons par la genèse. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions passer 4 mois sans qu'il y ait les écoles, sans que les institutions ne marchent normalement? Il faut vous rappeler que la Covid-19 a été déclarée depuis novembre de l'année passée, de 2019, en Chine, en Yuan. Cette pandémie a bouleversé le monde entier et les
peuple congolais ou bien la RDC n'en était pas épargné. La raison pour laquelle le chef de l'État avait décidé, c'est que les écoles puissent être fermées pour essayer de privilégier ou bien protéger sa population. Aujourd'hui, il faut vous rappeler qu'il y a eu au moins 3/4 des temps que les étudiants ont passé sur le banc de l'école. Il leur restait peut-être un mois et demi pour que l'année académique ou bien scolaire puisse avoir fin. Mais atteindre à la fin. Mais il y a un petit souci, est-ce que le ministre de l'EPSP a mis quand même des équipes sur place pour voir, parce qu'il y aura rentrée scolaire et bien académique. Et de l'EPSP. Et effectivement, il y aura rentrée académique et bien rentrée scolaire. On aura, imaginez que vous avez une classe de 60 élèves, n'est-ce pas? Et dans chaque classe, on doit respecter les distanciations sociales. Comment ça va se passer si on doit avoir 1 mètre, bien 1,5 mètres de distanciation entre un élève et l'autre? C'est-à-dire qu'on aura un problème de structure. Il faut multiplier des classes. Parce que la maladie est réelle. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Et soit dit en passant, je demande à tout le monde de respecter toujours les gestes barrières, d'avoir toujours son masque, de respecter, d'éviter les bisous, d'être dans des milieux où il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, sur le plateau ici, tout le monde en a. J'ai remarqué. Effectivement. Donc cela veut dire que c'est un problème réel. Les gens doivent respecter les distanciations sociales, comme on l'a dit, respecter les règles que les autorités ont mises sur place. Alors, pour ce qui concerne les étudiants et les élèves, j'aurais voulu que le ministre de l'EPSP puisse prendre des dispositions pour qu'il y ait plus de classes. Parce qu'il faut vous rappeler que ici, il y a les élèves qui étudient le matin, il y en a qui étudient les après-midi. Alors, si on a une classe de 60 personnes, comme je l'ai dit, et que dans l'autre classe, il y a 55, il faut essayer de répartir. Et ça va de même avec les églises. Peut-être ça, c'est notre débat, mais il faut vous rappeler qu'il y a un petit souci de ce côté-là, juste pour essayer de protéger nos élèves. Nous voudrions que les études soient des études de qualité, qu'on ne donne pas les diplômes sans qu'il y ait une connaissance. Et je voudrais que, pour moi, pour ma part, personnellement, j'aurais voulu que cette année soit déclarée blanche. Voilà. Bon, toutefois, concernant le dossier des églises, nous allons également en parler prochainement, puisque les églises vont reprendre ce 15. Donc, la semaine prochaine, certainement, nous devons en parler, puisqu'on a vu la lettre du gouverneur de la ville, et qui demande aux églises de respecter les gestes scrupuleusement. Oui. Voilà, il a même annoncé qu'il y aura des policiers pour contrôler les églises. Et on a vu dans un journal en ligne que le pasteur Sonny Kafuta est contre la décision d'envoyer les policiers, les agents de l'ordre sur le terrain pour contrôler les églises. Toutefois, on va en parler la semaine prochaine. Maître Gédéon, vous avez également un petit commentaire sur la reprise des cours. Docteur Kankonda, il est pour et contre en même temps. Il a donné des éléments, il a donné des explications. Alors vous également, vous avez certainement une position. Oui, mais avant d'entamer ces sujets que j'estime que c'est vraiment très important, parce que vous savez que la valeur d'une société dépend de sa capitale humaine. Donc, il faut une valorisation des capitales humaines. Mais je voudrais quand même, pour terminer le premier sujet, je salue mes co-débatteurs, ils ont parlé de très bonnes choses à ce niveau-là. Mais je voudrais nous demander au peuple congolais que nous puissions tous être aujourd'hui tout autour des idéaux d'un état de droit, d'une unité nationale, de la bonne gouvernance et du développement durable. Ce n'est que sur ça qu'on peut changer l'image de ces pays. Pourquoi je dis ça? Parce que la RDC n'a pas un problème sécuritaire, économique, parce que nous avons des ressources, on n'a pas le temps de développer sur ça, mais la RDC a un problème politique. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des réformes avant toute chose, qu'on profite de cette occasion. On ne doit pas se voiler à la face. On a un problème politique sérieux. Regardez par exemple, je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, peut-être on parlera de ça prochainement, l'article 217 de la Constitution. Nous allons lire, vous allez voir, la République démocratique du Congo
peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça, c'est une menace de balkanisation que nous avons institutionnalisée dans notre constitution. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi tant de groupes des activistes armés sur notre sol? Nous devons nous mettre d'accord, parler des questions qui fâchent, des questions qui touchent l'avenir de notre pays. C'est pour ça que je voudrais, c'est vrai que les gens ont peur de dialoguer, parce qu'il y a toujours des acteurs du café, du salon, du couloir, qui cherchent à profiter des revendications légitimes de notre peuple pour essayer de s'ouvrir dans leur appétit et tenter le miracle de l'improvisation. Moi, je voudrais qu'on puisse parler profondément pour régler la question politique dans notre pays. Voilà, ça donc, c'est acté. Voilà, donc, je disais tout à l'heure que moi, je salue. Dans l'entretemps, je reconnais que c'est un pari risqué, surtout qu'il s'agit aussi de la gratuité. Mais tout ça, ce n'est pas au-delà de la volonté et de la détermination. Vous savez, je le disais tout à l'heure que vous savez, le président Kabila avait au moins décelé la cause de toutes ces inégalités croissantes, exacerbées au fil du temps de la confiscation des richesses par une classe de politique, si on peut dire ainsi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vous dit que non, il n'a pas réussi de transformer les Congolais, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire tout simplement que la valorisation du capital humain passe par l'éducation. Et c'est l'éducation qui est vraiment le levier et la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois et la couverture des santé ou sanitaires, et où nous devons aussi aider les personnes à mobilité réduite. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, voir nos enfants reprendre le chemin de l'école, je pense que ça soulageait les parents quand ils sont en paix, parce que tout le monde avait des désespoirs. Mais nous demandons tout simplement que cette rentrée doit être suivie de mesures d'encadrement, c'est-à-dire que je salue aussi la position du président de la République, parce qu'il a accepté de recevoir cette Madame Cécilia, qui représentait quand même une organisation, je pense. Il représente les enseignants. Ok, il représente les enseignants. Ils doivent parler, et puis aussi le ministre doit se mettre en cause. Il paraît qu'il y a un surnombre des enseignants, et quelque part là, il faut arrêter cette politique-là de l'absence de la morale. Vous savez, ce pays n'a pas marché parce qu'on a des scientifiques sans morale. On ne doit pas continuer à avoir des scientifiques sans morale. Ça constitue un facteur qui détruit l'être humain, et le Congo ne va pas avancer. Voilà, Ghislain, on a tous suivi la rentrée des cours à tous les niveaux, mais on accuse le ministre de l'EPST de ne pas mener une bonne politique, pas de bonne politique, et aussi on accuse le ministre, comme il vient de dire, de favoriser des listes fictives, mais également le ministre n'arrive pas à gérer la crise interne. Il y a même certains enseignants qui menacent de ne pas reprendre les cours. Est-ce que c'est normal? Bon, en fait, au-delà de ce qui est normal ou anormal, il faut comprendre les choses d'abord. Si on ne le comprend pas, on est tous dans l'anomalie. Oui. Nous parlons du secteur de l'EPST, et vous évoquez les ministres. Il y a d'abord
les rapports qu'il faut établir. Quel est le rapport entre le ministre et un enseignant au niveau du ministère? J'ai vu quelques délégations pour qu'ils puissent reprendre aussi leurs activités académiques. Et dans tout ça, ce que dans j'allais dire, certaines c'est quoi? universités, les activités Oui, j'arrive. moi je ne vais pas ici faire passer les infos ou évaluer les renseignements par rapport au secteur. Je vais présenter les besoins du peuple congolais. On veut on a remis nos enfants dans des écoles. On veut que les étudiants reprennent. Mais est-ce que l'État congolais, le gouvernement, le ministre de l'enseignement, de l'EPST et celui de l'ESU, est-ce qu'ils ont déjà présenté certains éléments indispensables de la reprise de cours post-Covid-19? Est-ce que le gouvernement nous a démontré que nous avons prévu autant de quantité de gel alcoolique? Est-ce que nous avons disposé des masques? Parce que là, c'est beaucoup de gens qu'il faut gérer. On va les entasser. Et je vous rassure, parce que nous le connaissons dans le transport déjà, les gestes barrières ne sont pas assez respectés, les mesures de distanciation ne sont pas assez vécues. Donc il faut qu'on apporte plus de gel hydroalcoolique, il faut qu'il y ait plus de masques dans tous ces établissements scolaires, dans toutes ces universités qui pourront reprendre demain ou après-demain. Donc il y a plus besoin ici que nous qui communiquons au nom du peuple congolais, nous puissions alerter et nous puissions demander au nom du peuple, ceux qui n'ont pas l'occasion de prendre votre micro, de demander ce qu'il faut, parce que là-bas à Kingasani, à Ndjili, à Ngiringiri, à Bumbu, il y a des écoles, il y a des finalistes. Tous ces gens n'ont pas le moyen aujourd'hui, chaque jour, de payer un masque à usage unique ou un masque à nettoyer pour leurs enfants. Les gels hydroalcooliques, ça s'épuise. Parlons de l'ESU, Dr Kankonda, de l'enseignement supérieur universitaire. On a constaté qu'à l'université de Kinshasa, il y a deux tendances aujourd'hui. Il y a une partie des enseignants qui ont accepté de les reprendre et d'autres refusent. Ils réclament la majoration de leur salaire. On a tous suivi d'ailleurs pendant la crise de la Covid, les enseignants passaient à la télé pour demander, certains parlaient même de 5 000 $. Il y a un professeur associé doit toucher 5 000 $. Aujourd'hui, d'autres n'ont pas encore repris. Est-ce que c'est un problème? Alors qu'à l'UNIKIN déjà, ils ont eu des problèmes, un grand retard pendant l'année en cours et encore avec la Covid. Est-ce que là-bas vraiment on doit reprendre les cours ou on doit déclarer l'année blanche? Parce que vous avez commencé avec l'université de Kinshasa. Je tiens à féliciter le chef de l'État pour son engagement personnel à ce qui s'est passé l'autre fois à l'université. Vous savez qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu des étudiants qui étaient tués, et que quand le chef de l'État s'est rendu sur place, il a vu l'état piteux que depuis 1954, que cette université et les hommes de l'université n'ont jamais été restaurés. Et maintenant qu'il y a quand même une bonne présage, hein. Donc le chef de l'État est allé sur place pour voir, se rendre compte de ce qui a été fait. Comme il avait dit lui-même qu'il ne sera pas le président des travaux inachevés, il est allé sur place. J'ai un coup de chapeau à lui et à toutes les équipes qui étaient sur place. Pour ce que vous parlez, c'est là où je n'ai rien contre les ministres qui sont chargés, qui sont dans leur fonction. Quand un professeur, quand nous avions le problème je dis bien, on était confinés, les professeurs parlaient, c'est un cri d'alarme. Ils sont en train d'essayer d'amener le ministre des tutelles à la raison ou bien au dialogue. Ils sont en train de se poser des questions. Ils veulent, ou bien ils voulaient que le ministre puisse les approcher, trouver déjà le temps, avoir un consensus pour ce qui concerne leur salaire et puis leur façon de travailler. Mais tout ce temps-là, je vous dis, le ministre n'a pas eu le temps ou bien il n'a pas eu l'écho à pouvoir approcher ces gens-là, parler avec eux. Non, mon frère Kolela l'a dit tout à l'heure, nous aimons le dialogue. Le dialogue ne peut pas toujours être un dialogue politique. Il doit avoir aussi un dialogue social. Parce que ces gens-là, ils doivent dispenser des bons cours, mais ils doivent être mis dans de bonnes conditions. Alors, quand ils font réclamation, c'est qui est tout à fait normal. Mais il faudra que de l'autre côté, ils puissent avoir l'écoute du ministre pour essayer de les approcher, parler avec eux, trouver une solution à ces problèmes-là. Et je m'arrête par là. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. J'aimerais qu'on place un mot sur les élections en Côte d'Ivoire. On a tous suivi le président
Alassane Ouattara s'est déclaré candidat pour la 3e fois. Les candidats de son parti étaient décédés. Et après son décès, il a décidé, il a changé d'avis parce que déjà, il avait décidé de se retirer après les 2 mandats. Mais là, il change d'avis en dernière minute. Alors, vous avez 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, parce qu'on doit vraiment gérer les temps. Et je vais chronométrer ici pour que vous respectiez. Alors, allez à l'essentiel. Je vais faire un effort dans mon temps pour terminer ce second sujet. Je pense que nous devons demander tous, j'ai aimé, même mes co-débatteurs ont dit, qu'on puisse améliorer les conditions de vie des professeurs. Mais eux aussi, ils ont un grand devoir. Ils doivent actualiser leurs enseignements. Vous savez, l'université n'est pas une structure donc, qui doit former, ou une institution qui doit former des auxiliaires de l'administration publique. Non. L'université, au fait, c'est une usine qui fabrique les gens qui doivent faire rêver les autres le monde. Et nous devons changer notre système éducatif. Quelqu'un ne peut pas sortir de l'université et commencer à écrire « j'ai l'honneur ». Non. Donc il faut que nous puissions avoir les gens qui doivent créer les emplois. Donc on sort à l'université, c'est pour créer l'emploi. Voilà un peu, je dis que les efforts à fournir, c'est de part et d'autre. Le gouvernement et aussi... Oui, 30 secondes. Et puis, bon, moi, personnellement, en fait, je suis déçu de cette attitude de M. Ouattara. Et c'est quelqu'un quand même que j'avais beaucoup de considération. Il a fait un travail énorme. Et aujourd'hui, voir Ouattara se mettre dans une posture affligeante, pathétique, des contestations des uns et des autres, il veut se maintenir, c'est quand même une déception. On pensait que, bon, c'est vrai que chez nous ici, nous disons que les élections ou l'alternance, nous l'avons obtenue au prix du sang, mais ça pouvait quand même ne fût-ce que donner des leçons à des gens comme des Ouattara. Vous savez, dans la vie, vous n'allez pas terminer tous les problèmes. Donc, voilà. Vous savez, je vais finir par là. Nous devons éviter cette manière de faire la politique sans ces principes. Un homme politique prépare, au fait, les élections. Mais un homme d'État, donc, prépare la génération à venir. Voilà, c'est acté. Ghislain, un mot concernant la Côte d'Ivoire. Oui, permettez-moi d'abord à commencer par rendre hommage au peuple congolais. Oui. Lui qui a refusé que nous puissions vivre ce que le peuple ivoirien est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes habitués à voir ces insultes, ces plaisanteries sarcastiques de nos frères africains ivoiriens qui, à l'époque, s'insurgeaient sur le peuple congolais, allaient faire ça au Congo. Nous ne sommes pas au Congo, mais le Congo a donné la leçon au monde. Le peuple congolais a démontré à tous les autres peuples africains que nous pouvons aujourd'hui dire non aux dérives autoritaires. Nous pouvons dire non au 3e mandat. Le peuple congolais l'a fait. Et en deuxième lieu, je vais aussi rendre hommage au président honoraire Joseph Kabila. Parce que lui aussi, au-delà de toutes les tentations qu'il pouvait avoir, l'aspect de son âge, 48 ans, 49 ans, il est encore jeune, féroce, avec toutes les idées qu'il pouvait innover, même changer de politique, rester candidat. Il a compris une chose, et il l'avait dit lui-même au travers une interview qu'il avait accordée à une presse internationale. Il dit que le pouvoir use. Je réalise qu'il est quand même temps pour moi que je puisse me retirer et que je permette que d'autres dirigent. Et là, nous devons respecter cet homme. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous pouvons ne pas aimer la politique engagée par le président Kabila. Nous pouvons ne pas aujourd'hui comprendre sa valeur en tant que père de l'alternance dans ce pays, mais nous devons le respecter, l'honorer pour encourager que le Congolais, même ceux qui viendront d'avenir, même le président Tshisekedi actuellement, au moment venu, même s'il ferait un 2e mandat, qu'il puisse savoir qu'il n'y aura pas de 3e. Retire une minute, je donne 30 secondes pour conclure. D'accord, écoutez, je tiens aussi pour la première fois féliciter le président honoraire, M. Kabila,
pour le courage. Hein. Il avait surpris tout le monde. Aujourd'hui, la RDC, c'est un modèle hein, pour les Africains. Je sais que le peuple ivoirien doit faire ce que le peuple congolais a fait, même dans la diaspora. Et je lance un petit message hein, à tous les téléspectateurs qui vous suivent, qui nous suivent de plus souvent, que nous n'avons que ces RDC et nous n'avons pas un autre. Et saluer une personne particulière, Madame Leriche Kanoutusha, qui vous suit le plus souvent et puis qui aime aussi les débats. Ah, c'est un plaisir, madame. Alors, je vous remercie, fidèles téléspectateurs. Cette émission de la dédions à Phocas Kukelemena, d'ailleurs, qui aura la sortie officielle de son mouvement, de son groupe musical. C'est également un musicien. Et malheureusement, nous avons perdu toutes les informations concernant cette activité, mais je vous promets que demain, nous allons vous donner des plus amples détails. D'ailleurs, tous les co-débatteurs ici sur ce plateau, il m'a demandé de vous transmettre ce message qu'il y a vos invitations. Vous êtes invités. Merci. Je les salue aussi. Voilà, vous aurez les invitations et les plus amples détails. D'accord. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, avec d'autres invités. Au revoir. Au revoir.